Bienvenue sur Le Ciel en Feu, la chaîne où nous racontons comment l'éclair de génie, ou parfois l'éclair tout court, a changé le cours de l'histoire. Le combat aérien, le dogfight, est souvent perçu comme un duel de chevaliers, l'adresse du pilote, la puissance de sa machine. Mais pendant la Seconde Guerre mondiale, ce duel est devenu une science mortelle. Les ingénieurs se battaient pour quelques kilomètres-heure de plus, pour un canon plus rapide. Mais si l'invention la plus révolutionnaire, celle qui a donné un avantage décisif aux Alliés et changé le combat aérien pour toujours, n'avait pas été planifiée? Si elle n'était pas née dans un laboratoire high-tech, mais d'un accident. Une catastrophe évitée de justesse, une observation fortuite que tout le monde aurait ignorée, sauf un homme. C'est l'histoire d'une machine qui ne fonctionnait pas comme prévu, d'un problème qui aurait dû la clouer au sol, mais qui, par le plus pur des hasards, s'est révélé être la plus grande avancée technologique de la guerre. C'est l'histoire de l'invention accidentelle qui a donné aux pilotes alliés un avantage que la Luftwaffe n'a jamais pu comprendre. Si vous aimez ces récits où le hasard fait mieux les choses que les ingénieurs, abonnez-vous au Ciel en Feu. Laissez un j'aime pour célébrer l'imprévu et dites-nous dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous décollez avec nous aujourd'hui. Notre histoire ne commence pas sur un champ de bataille, mais dans un laboratoire. Un laboratoire très étrange et très britannique. C'est le Telecommunication Research Establishment, TRE, à Worth-Matravers, sur la côte anglaise. L'année est 1940. L'Angleterre est seule. La bataille d'Angleterre fait rage, et le Blitz commence. La nuit, les bombardiers de la Luftwaffe, les Heinkel 111, déferlent sur Londres, Coventry, Manchester, protégés par l'obscurité. Ils volent dans le noir absolu, et la RAF est aveugle. Les pilotes de chasse britanniques, héroïques le jour dans leur Spitfire, sont inutiles la nuit. Ils décollent dans leur Hurricane et leur Defiant, mais ils ne voient rien. Ils volent au hasard, espérant apercevoir la lueur d'un échappement allemand. C'est comme chercher une aiguille noire dans une botte de foin noir. L'Angleterre est en train de perdre la guerre des sorciers. Le problème, c'est le radar. Les Britanniques l'ont inventé. Le Chain Home, ce réseau de tours gigantesques sur la côte, est ce qui leur a permis de gagner la bataille d'Angleterre de jour. Il peut repérer les vagues de bombardiers à 100 km. Mais il est énorme. Il est immobile. Il ne peut pas être mis dans un avion. Le ministère de l'Air a besoin d'un radar d'interception aéroporté, AI, un radar assez petit et assez léger pour tenir dans le nez d'un chasseur de nuit. Et c'est là que les problèmes commencent. L'équipe du TRE, dirigée par le physicien Taffy Bowen, a réussi l'impossible. Ils ont créé un radar AI, le Mark IV. Mais c'est un échec. Le Mark IV est un monstre de câbles et de tubes à vide, pesant des centaines de kilos. Mais surtout, il fonctionne à une longueur d'onde de 1,5 mètres. C'est une longueur d'onde trop large. Au lieu d'un pinceau radar fin, il envoie un raz-de-marée d'ondes radio. Quand le pilote britannique s'approche du sol, le radar est aveuglé par le retour de sol, l'écho de sa propre énergie sur les arbres, les collines, les maisons. Le radar ne peut pas distinguer un bombardier allemand d'une église de village. Les pilotes de chasse de nuit détestent cet équipement. Ils l'appellent le parasite. C'est inutile. L'Angleterre continue de brûler. L'équipe de Bowen est dans une impasse. Ils savent qu'ils ont besoin d'une longueur d'onde plus courte, des micro-ondes. Une longueur d'onde de 10 cm. Cela donnerait un faisceau radar aussi fin qu'un laser. Mais il y a un problème insoluble. Pour générer des micro-ondes avec assez de puissance pour un radar, il faut une valve, un tube à vide, d'une puissance que personne au monde ne sait construire. Les meilleurs laboratoires américains et allemands ont essayé. Ils n'obtiennent que quelques watts. Assez pour faire chauffer une tasse de thé, pas pour repérer un bombardier. C'est un mur technologique. Et c'est là que l'accident se produit. Il n'implique pas un ingénieur de génie. Il implique 2 physiciens de l'université de Birmingham, John Randall et Harry Booth. Ils sont isolés, travaillant sur un projet naval obscur, avec un budget dérisoire. Eux aussi cherchent à créer des micro-ondes, mais ils n'essaient pas de perfectionner les tubes existants. Ils essaient quelque chose de complètement différent. Ils ont une idée improbable, une cavité résonante. Au lieu d'un flux d'électrons linéaires, ils imaginent une chambre d'écho pour les ondes radio. L'invention est une petite boîte en cuivre, de la taille d'une boîte de biscuits, avec des trous et des cavités. Son nom, le magnétron à cavité. Le
Le 21 février 1940, ils branchent leur boîte à biscuits en cuivre à un énorme transformateur. Ils s'attendent à obtenir quelques centaines de watts, s'ils ont de la chance. Ils poussent le courant. La machine ne fait pas de bruit, mais les tubes fluorescents de l'autre côté du laboratoire se mettent à briller. Les ampoules électriques du couloir éclatent, et le voltmètre branché sur l'appareil. Son aiguille sort du cadran et se brise. Booth et Randall sont terrifiés. Ils ont peur d'avoir fait sauter le réseau électrique de l'université. Ils coupent le courant. Ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Ils refont le calcul. Et ils réalisent, horrifiés puis extasiés, qu'ils n'ont pas produit 100 watts. Ils ont produit plus de 100 000 watts, 100 kilowatts, de puissance micro-ondes pure. C'est 1000 fois plus que tout ce qui a jamais été produit sur Terre. Ils ont accidentellement inventé le cœur du radar moderne. Ils ont créé une étoile en boîte. Mais c'est là que la deuxième invention accidentelle se produit. Le magnétron est une révolution. On l'envoie d'urgence au TRE. Taffy Bowen, l'homme du radar AI, pleure presque de joie. Ils construisent un nouveau radar, le Mark 7, basé sur le magnétron. Il est petit, léger, et il envoie un faisceau de 10 cm parfait. Le retour de sol a disparu. Ils l'installent dans le chasseur de nuit Beaufighter. C'est un succès. Ils peuvent enfin voir les Heinkel. L'Angleterre est sauvée, n'est-ce pas? Non. Car un nouveau problème apparaît. Un problème que personne n'avait prévu. Les Allemands ne sont pas stupides. Leurs bombardiers sont équipés de détecteurs. Ils écoutent les ondes radar. Dès qu'un Beaufighter allume son radar Mark 7, le détecteur Fugé 202 dans le Heinkel hurle. Le pilote allemand sait qu'il est chassé. Il plonge, il vire, il s'échappe. Le radar a donné la vue aux Britanniques, mais il a aussi donné des oreilles aux Allemands. Le combat aérien est revenu à une impasse. Les Britanniques ont besoin d'un moyen de cacher leur radar, de le rendre invisible. C'est un ingénieur anonyme du TRE, un homme nommé Skipper Llewellyn, qui est chargé de ce problème insoluble. Comment rendre un signal radar invisible? C'est impossible. Un radar, par définition, c'est un cri dans la nuit. Llewellyn est dans son laboratoire, tard dans la nuit, frustré. Il travaille sur un nouvel écran radar, essayant d'améliorer l'affichage. Il a un problème de parasite. Son écran est couvert de neige. Des centaines de petits points lumineux aléatoires. Il essaye de filtrer ce bruit. Il essaye de nettoyer l'image. Et il a une idée. Et si, au lieu de nettoyer le bruit, il l'augmentait? S'il le rendait si fort qu'il couvrirait le vrai signal? Il tourne un bouton, et il commet l'erreur. Il tourne le bouton « Gain », amplification, du récepteur beaucoup trop loin. Le circuit sature. L'écran, au lieu de devenir plus bruyant, devient noir. Un silence électronique. Llewellyn est confus. Il a cassé son récepteur. L'amplification excessive a étouffé le signal. Il a créé un brouilleur. Il est sur le point de réinitialiser la machine. Mais il regarde l'écran noir. Et il comprend. Il n'a pas cassé son récepteur. Il vient d'inventer le contre-radar. Il vient d'inventer le brouillage. Il n'allait pas cacher le radar britannique. Il allait aveugler le détecteur allemand. L'invention accidentelle, née d'un bouton tourné trop loin, allait changer le combat aérien pour toujours. L'écran noir dans le laboratoire de Skipper Llewellyn était une anomalie, un échec de circuit, une machine cassée. Pour 99 ingénieurs sur 100, cela aurait été un simple problème à réparer, une nuisance. Mais Llewellyn n'était pas un ingénieur ordinaire. Il faisait partie du TRE, un lieu où la folie était encouragée. Il resta assis devant l'écran noir pendant 1 heure, l'esprit en ébullition. Il avait étouffé son propre récepteur. Mais si on pouvait étouffer un récepteur ami, pouvait-on étouffer un récepteur ennemi? Pouvait-on saturer le Fugé 202 allemand, le petit boîtier qui hurlait dans les oreilles des pilotes de Heinkel? L'idée était improbable. Le brouillage existait, bien sûr. C'était ce qu'on appelait le bruit. Les Britanniques avaient déjà des émetteurs qui envoyaient des ondes radio bruyantes pour masquer les communications allemandes. Mais c'était un brouillage de barrage, brutal, qui demandait une puissance énorme et qui aveuglait tout le monde, y compris les Britanniques eux-mêmes. L'erreur de Llewellyn était différente.
Ce n'était pas un barrage. C'était un étouffement, ciblé, chirurgical. Il avait saturé l'amplificateur du récepteur. Il se précipita vers son chef de section, le docteur Robert Cockburn, un physicien brillant. « Cockburn », dit-il, ses mots se bousculant. « Je crois que j'ai trouvé comment rendre nos beaux fighters invisibles, mais ce n'est pas en les cachant. C'est en criant. » Cockburn ne comprit pas. Llewellyn l'entraîna vers son banc d'essai. Il lui montra l'erreur. Le bouton de gain tournait à fond, l'écran noir. « Nous, » dit Llewellyn, « nous envoyons un ping radar fin comme un rasoir. L'Allemand l'entend, et s'il entendait autre chose, s'il entendait un bruit si fort, si saturant, directement sur sa fréquence de détection, qu'il ne pourrait même pas entendre notre ping. » L'idée était née. Ils n'allaient pas cacher le radar, ils allaient rendre le détecteur sourd. Le projet reçut un nom de code d'une simplicité enfantine, Mandrel, Mandrin. L'urgence était absolue. L'Angleterre brûlait. Le TRE fut mis en état de siège. Llewellyn et Cockburn devaient transformer cette machine cassée, cet accident de laboratoire, en une arme déployable. Le premier défi était de trouver exactement la fréquence du détecteur allemand Fugé 202. Ils n'en avaient pas. Ils ne savaient pas à quoi il ressemblait. Ils savaient juste qu'il existait. Ils commencèrent à scanner le ciel, à écouter les signaux radio venant des bombardiers allemands. Ils trouvèrent un pic faible, une émission étrange autour de 490 MHz. C'était ça, l'oreille de l'ennemi. Maintenant, il fallait construire le cri. Llewellyn et son équipe travaillèrent jour et nuit dans leur cabane en bois, au bord de la falaise. Ils prirent des oscillateurs, des amplificateurs, et ils firent le contraire de ce que tout ingénieur radar ferait. Ils ne cherchèrent pas la pureté du signal. Ils cherchèrent le bruit le plus pur. Ils créèrent un oscillateur qui balayait la fréquence, montant et descendant comme une sirène électronique. Un whoop-whoop-whoop conçu pour saturer n'importe quel récepteur sur cette bande. Le résultat fut une boîte en métal, de la taille d'une valise, alimentée par son propre générateur. Le premier Mandrel. Ils le montèrent, non pas dans un chasseur, mais dans un bombardier Wellington, et l'envoyèrent voler près de la côte française occupée. C'était un test terrifiant. Que se passerait-il? Le premier rapport radio du pilote fut confus. Je ne sais pas, monsieur. Il y a du chaos. Les batteries de flak allemandes. Elles nous tirent dessus, mais elles tirent partout. C'est comme si elles étaient devenues folles. Elles ne nous visent pas. Llewellyn et Cockburn se regardèrent. Ils avaient réussi. L'opérateur de la batterie de flak allemande, dont le radar Würzburg fonctionnait sur une fréquence proche, venait d'être aveuglé. Son écran n'était plus qu'une tempête de neige. Il tirait au hasard. Mais le véritable test devait avoir lieu dans le ciel. En décembre 1941, le Mandrel fut miniaturisé et installé à bord des chasseurs de nuit Beaufighter, aux côtés du radar AI Mark VII. Le Mandrel était l'épée. Le radar était le bouclier. La première patrouille fut menée par le Wing Commander, Cat's Eyes, Cunningham, le plus grand as de la chasse de nuit, un homme qui prétendait manger des carottes pour améliorer sa vision nocturne, un mensonge de propagande pour cacher l'existence du radar. Cunningham décolla, son opérateur radar, le sergent Rawnsley, à ses côtés. Ils allumèrent le radar. « Contact, monsieur, un Bogey, à 5 miles. » Ils allumèrent le Mandrel. La machine cassée se mit à crier son bruit électronique dans la nuit. Ils s'approchèrent du Heinkel 111, à 3 miles, 2 miles, 1 mile. Le bombardier allemand continuait sa route, placide. Il ne les entendait pas. Le détecteur Fugé 202 de l'opérateur allemand, saturé par le whoop-whoop de Mandrel, était silencieux. L'opérateur allemand pensait qu'il était en sécurité. Il pensait que la nuit était vide. Il était sourd. Cunningham s'approcha à 200 mètres, juste en dessous et derrière le Heinkel, une position d'attaque parfaite. « Feu !» dit-il calmement. Les 4 canons de 20 mm du Beaufighter ouvrirent le feu. Le Heinkel, frappé à bout portant dans le ventre, explosa dans une boule de feu qui illumina le ciel du Kent. L'équipage allemand n'a jamais su ce qui l'avait frappé. Ce ne fut pas un combat, ce fut une exécution. L'invention accidentelle de Llewellyn venait de changer le combat aérien pour toujours. La nuit n'appartenait plus à la Luftwaffe. Elle appartenait à l'homme qui avait tourné un bouton trop loin. Le carnage fut silencieux, chirurgical.
et totale. De décembre 1941 à l'été 1942, la nuit, au-dessus de l'Angleterre, devint le terrain de chasse privé de la RAF. Les escadrons de Beaufighter, équipés du radar AI et du Mandrel hurlant, montaient chaque soir, leurs équipages sachant qu'ils n'étaient plus des proies, mais des prédateurs. Les pilotes de bombardiers de la Luftwaffe, eux, montaient dans leur cockpit avec une nouvelle peur, une peur froide et irrationnelle. Ils appelaient cela die unheimliche Nacht, la nuit étrange. Leurs détecteurs FUG 202, qui étaient autrefois leurs anges gardiens, étaient devenus inutiles. Ils étaient soit silencieux, soit remplis d'un bruit statique si intense qu'il leur donnait la migraine. Ils volaient aveugles et sourds, ne sachant jamais si le Beaufighter était à 10 km ou à 10 mètres. Leur première victime était les As, les équipages les plus expérimentés. Ils étaient si confiants dans leur équipement qu'ils ne croyaient pas au danger avant que les obus de 20 mm n'explosent dans leur soute à bombes. Le taux de perte des bombardiers allemands s'envola. Il passa de 2% à 5%, puis à 10%. Göring ne pouvait pas remplacer ses équipages expérimentés assez vite. Le Blitz, l'effort pour mettre l'Angleterre à genoux, s'éteignit. Il ne s'éteignit pas à cause d'un manque de bombes ou d'avions, mais à cause de la terreur pure des équipages, qui refusaient de plus en plus de voler vers ce qu'ils appelaient le silence maudit. L'invention accidentelle de Llewellyn, cette machine cassée, avait sauvé l'Angleterre. À Bletchley Park, Alan Turing et son équipe lisaient les messages Enigma de la Luftwaffe et ils lisaient la panique. Ils lisaient les rapports frénétiques des ingénieurs allemands qui ne comprenaient pas. Nos détecteurs sont-ils défectueux? Les Britanniques ont-ils un nouveau type de moteur silencieux? Utilisent-ils des rayons de la mort? La vérité était trop simple, trop accidentelle pour qu'ils l'imaginent. Ils ne pouvaient pas concevoir que les Britanniques criaient si fort qu'ils ne pouvaient pas les entendre. Mais la guerre des sorciers ne s'arrête jamais. Les Allemands n'étaient pas stupides. Ils savaient qu'ils étaient brouillés. Au lieu de comprendre comment, ils décidèrent de changer la cible. Si leur détecteur était inutile, ils allaient donner à leur radar au sol une nouvelle fonction. C'est ainsi que naquit la chasse Himmelbett. Les Allemands créèrent une ligne de défense radar monstrueuse, la ligne Kammhuber, qui s'étendait du Danemark à la France. C'était une série de boîtes radar au sol. Chaque boîte était contrôlée par un radar Freya, détection lointaine, et 2 radars Würzburg, poursuite de précision. Le Würzburg était un chef-d'œuvre. Il était si précis qu'il pouvait verrouiller un bombardier britannique à 30 km et guider un chasseur de nuit allemand, un Messerschmitt Bf 110, directement sur sa queue. La guerre s'était inversée. Maintenant, c'était le Bomber Command britannique qui saignait. Les bombardiers Lancaster et Halifax, volant vers l'Allemagne, étaient abattus en masse par les chasseurs de nuit allemands, guidés par la perfection du Würzburg. Le Mandrel de Llewellyn était inutile contre ces radars au sol, qui fonctionnaient sur des fréquences totalement différentes. L'invention accidentelle avait gagné la bataille de nuit au-dessus de l'Angleterre, mais elle était impuissante pour gagner la guerre offensive au-dessus de l'Allemagne. C'est Skipper Llewellyn lui-même qui retourna à son laboratoire. Il était maintenant un héros secret au sein du TRE, l'homme qui avait cassé le Fugé 202. On lui donna une nouvelle mission. Llewellyn, vous nous avez rendus invisibles. Maintenant, rendez l'Allemagne aveugle. Llewellyn et l'équipe de Cockburn se remirent au travail. Ils devaient brouiller le Würzburg. Mais le Würzburg était un génie. Il fonctionnait sur une fréquence précise de 560 MHz. Le brouillage de barrage était inutile. Si vous inondiez le 560 MHz, les Allemands changeraient simplement pour le 561 MHz. Il fallait quelque chose de plus. Intelligent. Et c'est là que l'erreur originelle de Llewellyn, l'idée de saturer l'amplificateur, revint. Ils n'allaient pas crier plus fort. Ils allaient mentir. Ils créèrent Window. Ce n'était pas un brouilleur électronique, c'était un brouilleur mécanique. Une invention si simple, si dérisoire, qu'elle fut d'abord rejetée par l'état-major comme une blague d'enfant. Window, c'était des bandes de papier noir, recouvertes de papier d'aluminium, coupées à une longueur précise, 26 cm, pour correspondre à la longueur d'onde du radar Würzburg. C'était tout. L'idée,
Si un bombardier largue des milliers de ces bandelettes d'aluminium, chacune d'elles renverra un écho radar. Pour l'opérateur du Würzburg allemand, un seul bombardier se transformera soudain en 1000 bombardiers. L'écran radar, au lieu de montrer un point précis, montrera un nuage de neige, une tempête d'échos illisible. Le chasseur de nuit allemand sera guidé vers un morceau de papier d'aluminium. Le haut commandement britannique fut terrifié. « C'est du génie », dirent-ils à Llewellyn. « Mais c'est un suicide. Nous ne pouvons pas l'utiliser. »« Pourquoi ?» demanda Llewellyn, stupéfait. « Parce que c'est trop simple. Si nous l'utilisons, les Allemands comprendront le principe en une nuit. Ils le copieront, et ils l'utiliseront contre nous. Et nos propres radars, qui protègent Londres, deviendront inutiles. » L'invention fut mise au rebut, classée top secret et verrouillée dans un coffre-fort. Pendant un an, le Bomber Command continua de saigner. Les équipages mouraient par milliers, tandis que l'arme qui pouvait les sauver prenait la poussière dans un bureau. Le Bomber Command saignait à mort. L'année 1943 fut la plus sanglante de son histoire. Le Coffin Corner, le coin du cercueil, la position la plus exposée dans la formation de bombardiers, était une sentence de mort. Les équipages, des garçons de 19 à 20 ans, devaient effectuer 30 missions pour terminer leur tour. Les statistiques étaient claires, ils n'avaient que 25% de chances de survivre. Ils mouraient dans le fer et le feu, guidés par les faisceaux de précision des radars Würzburg, pendant que l'invention qui pouvait les sauver, les bandelettes Window, prenait la poussière dans un coffre-fort de Whitehall. L'air marshal Arthur Bomber Harris, le chef impitoyable du Bomber Command, était un homme brutal, mais il n'était pas stupide. Il voyait ses listes d'équipage décimées. Il était en train de perdre la guerre d'usure. Il convoqua une réunion d'urgence avec le cabinet de guerre et les Beaufins du TRE, dont Llewellyn et Cockburn. « Messieurs, » tonna Harris, son poing frappant la table, « vos scrupules me coûtent 50 bombardiers par nuit. Vous avez peur que les Allemands copient Window? Et alors? J'ai besoin de gagner la bataille maintenant. Si nous ne brisons pas le moral allemand cette année, l'invasion de l'Europe sera un suicide. Le risque de ce que l'ennemi pourrait faire l'année prochaine ne m'intéresse pas. C'est le risque de ce que mes hommes subissent ce soir qui compte. » Le débat fut féroce. Les chefs de la RAF s'inquiétaient pour la défense de Londres. Mais Harris, soutenu par Churchill lui-même, qui avait déclaré « Nous devons tout oser », l'emporta. L'invention fut déverrouillée. L'opération Gomorrah fut planifiée. C'était l'objectif le plus ambitieux à ce jour, la destruction totale de la ville de Hambourg. Ce serait le premier test de Window. Le secret fut absolu. Des millions de bandelettes d'aluminium furent reproduites en hâte dans des usines de cigarettes reconverties. Elles furent emballées dans des paquets bruns, étiquetés « papier hygiénique spécial ». Les équipages des bombardiers eux-mêmes ne furent mis au courant qu'1 heure avant le décollage. La nuit du 24 juillet 1943, 791 bombardiers, Halifax, Stirling, Lancaster, décollent. L'ambiance dans les carlingues est glaciale. Hambourg est l'une des cibles les mieux défendues du Reich, protégée par le cœur de la ligne Kamm-Huber. Les navigateurs et les mitrailleurs regardent les paquets de Window avec suspicion. « C'est une blague », dit un mitrailleur. « On va leur jeter du papier d'argent ?»« Fais ce qu'on te dit, gamin », répond le pilote. « Prie pour que ça marche. » Ils approchent de la côte allemande. C'est le moment de vérité. L'opérateur radio du bombardier de tête donne l'ordre. Window, Window, Window. Et sur 791 avions, 791 hommes ouvrent les paquets et commencent à jeter les bandelettes d'aluminium par la goulotte à fusée éclairante. Un paquet par minute, par avion. C'est une tempête de papier d'aluminium qui dérive lentement vers le sol et au sol. Ce fut l'apocalypse. Nous sommes dans le bunker de commandement Himmelbett, lit à baldaquin, du colonel Hajo Hermann, le chef de la chasse de nuit allemande. L'opérateur radar Freya a repéré la vague. Contact Aéroberst, grosse formation. 300 plus. Non, 500 plus avions. Ils approchent du secteur nord. Très bien, dit Hermann, calme. Verrouillez-les avec les Würzburg. Envoyez les escadrilles 3 et 4. L'opérateur du Würzburg obéit. Il tourne ses manivelles, alignant son radar de précision sur la cible principale. Et soudain, l'écran explose. L'écran qui affichait 500 points clairs affiche maintenant 50 000 points.
Ce n'est plus un écran radar. C'est une tempête de neige. Un mur blanc. « Brouillage !» hurle l'opérateur. « Ce n'est pas Mandrel, c'est tout !» Le Würzburg, si précis, est devenu fou. Il essaie de verrouiller les cibles, mais les cibles sont partout. Les bandelettes de Window, coupées à la perfection, ont chacune le même écho radar qu'un bombardier lourd. Les Allemands, dans leur bunker, croient même voir une invasion de 700 000 avions. « Envoyez les chasseurs !» hurle Hermann. « Mais, où est Oberst ? Partout, dites-leur de tirer sur tout ce qui bouge. » Les pilotes de Messerschmitt Bf-110 décollent, leurs yeux rivés sur leur propre petit radar Liechtenstein. Eux aussi sont aveuglés. Leurs écrans sont saturés d'échos fantômes. Ils volent à pleine vitesse dans un nuage de papier d'aluminium. Pendant ce temps, dans le Lancaster du jeune navigateur Alf, le silence est terrifiant. D'habitude, à ce moment-là, son récepteur, Monica, un avertisseur de queue, hurlerait, signalant un chasseur de nuit allemand qui s'approche. D'habitude, il verrait les traceuses des canons de 20 mm monter vers lui. Ce soir, rien. Juste le grondement de ses 4 moteurs Merlin. C'est calme, dit-il sur l'interphone. Trop calme. Regarde en bas, dit le pilote. En bas, la flaque allemande, les redoutables canons de 88 mm, eux aussi guidés par radar, tirent. Mais ils tirent au hasard. Ils tirent dans le nuage de Window, des milliers de mètres au-dessous de la vague de bombardiers. Les 791 bombardiers arrivèrent au-dessus de Hambourg sans avoir été égratignés. Ce qui suivit fut un enfer. Sans opposition, le bombardement fut d'une précision terrifiante. C'est le début de la tempête de feu qui allait tuer 40 000 civils. Mais d'un point de vue militaire, la victoire était totale. L'invention accidentelle, Window, avait fonctionné. Cette nuit-là, le Bomber Command ne perdit que 12 avions. 5%. La ligne Kammhuber, le bouclier radar du Reich, venait d'être brisé, anéanti, rendu obsolète en une seule nuit par une invention que les Britanniques avaient gardée dans un placard pendant 1 an. La guerre des sorciers avait basculé. L'opération Gomorrhe n'a pas seulement détruit Hambourg, elle a brisé le moral de la Nachtjagd, la chasse de nuit allemande. Le colonel Hajo Hermann, dans son rapport au commandement de la Luftwaffe, a écrit une phrase qui résume le désespoir. Ce n'était plus un combat. Nos radars étaient aveugles, nos chasseurs volèrent dans une soupe de fantômes. Nos défenses n'existent plus. L'invention Window, que l'état-major britannique avait gardé sous clé pendant 1 an, venait de rendre obsolète un système de défense de plusieurs milliards de Reichsmarks en une seule nuit. La peur des Britanniques, cependant, s'est réalisée. L'ennemi n'est pas stupide. Les Allemands ont ramassé les bandelettes noires et argentées dans les champs près de Hambourg. Leurs scientifiques, menés par le brillant Dr Goebbels, pas le ministre de la propagande, mais un physicien, ont analysé Window. Ils l'ont compris en 48 heures. Ils l'ont copié. Ils lui ont donné leur propre nom de code, Dupel. Et ils ont commencé à l'utiliser contre les Britanniques. Mais c'était trop tard. C'était le génie involontaire du timing de l'état-major. Quand les Allemands ont commencé à utiliser Dupel contre les radars britanniques, la bataille d'Angleterre était terminée. L'offensive de bombardement allemande était finie. Les Britanniques, eux, étaient en offensive. Ils pouvaient se permettre d'avoir leurs radars brouillés, car leurs bombardiers étaient déjà au-dessus de l'Allemagne. Les Allemands, eux, étaient en défensive. Le Window a rendu leur bouclier inutile, au moment précis où les Alliés commençaient à frapper avec toute leur force. La guerre des sorciers était une guerre d'un coup d'avance. Et l'invention accidentelle de Llewellyn avait donné aux Alliés ce coup d'avance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Window, le brouillage mécanique, était l'enfant terrible. Mais l'invention accidentelle originelle, le Mandrel, le brouillage électronique, n'avait pas dit son dernier mot. L'erreur de Llewellyn, crier pour saturer l'ennemi, devint la nouvelle philosophie. Au lieu de petits mandrels dans des chasseurs de nuit, le TRE construisit des mandrels géants. Des stations de brouillage de la taille d'une maison, installées sur la côte anglaise, qui arrosaient toute la ligne Kammhuber d'un bruit électronique si puissant qu'il rendait les radars d'alerte précoce allemands, les Freya, totalement aveugles. L'Allemagne était devenue sourde. Et c'est là que l'invention accidentelle a changé le combat aérien pour toujours et a permis la victoire finale.
Le 6 juin 1944, opération Overlord, le débarquement. 5 000 navires, 11 000 avions, 150 000 hommes. La plus grande invasion de l'histoire. Son succès ne dépendait pas de la bravoure, les Allemands l'avaient aussi. Il dépendait d'une seule chose, la surprise. Mais comment cacher 5 000 navires à un ennemi qui a des centaines de radars? La réponse fut la guerre des sorciers, dans sa forme la plus pure. Pendant que l'armada réelle voguait silencieusement vers la Normandie, 2 opérations fantômes étaient lancées. Au nord, l'opération Titanic. Des bombardiers larguaient des milliers de Windows au-dessus du Pas-de-Calais. Les radars allemands du Pas-de-Calais se sont affolés. Ils ont vu ce que Hambourg avait vu, une flotte d'invasion fantôme. Ils ont alerté l'état-major. Ils arrivent, l'invasion est au Pas-de-Calais. Pendant ce temps, l'armada réelle, en Normandie, était protégée par l'invention originelle de Llewellyn. Des navires de brouillage, équipés de mandrels surpuissants, ont créé un mur de bruit électronique, aveuglant les radars Freya qui surveillaient la Manche. L'opérateur radar allemand de Cherbourg, qui aurait dû voir 5 000 navires, ne voyait qu'un écran noir. L'écran cassé de Skipper Llewellyn. L'invention accidentelle, née d'un bouton tourné trop loin en 1940, venait de fournir le bouclier électronique qui permit au jour J de réussir. Le combat aérien et naval n'était plus une question de voir l'ennemi, c'était devenu une question d'empêcher l'ennemi de vous voir. C'était la naissance de la guerre électronique moderne. Et qu'est-il advenu de Skipper Llewellyn, de Cockburn, de Randall et Booth, qui ont inventé le magnétron par accident? L'histoire, comme d'habitude, a été ingrate. Ils n'ont reçu aucune médaille publique. Ils ont été, comme les héros de Bletchley Park, contraints au silence par l'Official Secrets Act. Leur guerre était si secrète qu'elle n'a jamais existé. Aujourd'hui, chaque avion de chasse, du Rafale au F-35, est équipé de systèmes de contre-mesures électroniques, ECM, des descendants directs du Mandrel. La guerre invisible est devenue la partie la plus importante du combat aérien. Et tout a commencé, non pas par un plan de génie, mais par un accident, dans un laboratoire anglais, quand un ingénieur a cassé sa machine en tournant un bouton un peu trop loin.